Comment vous parler des exploits d'Euler dans l'histoire de l'analyse sans y consacrer des dizaines d'histoires? Il y en a eu tant. Les séries, les équations différentielles, la fonction gamma, la fonction zeta. Vous finiriez par vous lasser de m'entendre chanter ces louanges. Cette fois-ci, je voudrais vous parler d'exploits d'autant plus impressionnants qu'ils n'ont été compris et appréciés à leur juste valeur que bien après la mort d'Euler. L'histoire se déroule entre 1748 et 1760. Euler est à l'apogée de sa productivité. Il est arrivé à Berlin en 41, attiré à l'Académie des sciences par le roi Frédéric II de Prusse. Pendant les 25 années qu'il a passées à Berlin, Euler a écrit plus de 380 mémoires ou livres. Le nombre seul est déjà inouï dans l'histoire des mathématiques. Mais il y avait en plus la profondeur, l'originalité, la diversité des sujets, des études de physique les plus appliquées aux calculs mathématiques les plus abstraits. Frédéric II est incapable de se rendre compte du travail que Euler accomplit à Berlin. Il est beaucoup plus sensible à la poésie, à ce qu'il appelle le bel esprit à la française. En clair, il préférerait de beaucoup attirer Voltaire à Berlin. Il lui écrit, sans détour. Nous sommes fin novembre 1748. Voltaire prétexte les exigences d'Émilie du Châtelet pour se faire prier. Soit dit en passant, Émilie a un nouvel amant, et ce n'est certainement pas elle qui empêche Voltaire de se rendre à Berlin. Mais bref. Les nouvelles publiques m'ont mis de mauvaise humeur. Je trouve que, comme vous n'êtes point à Paris, vous seriez tout aussi bien à Berlin qu'à Lunéville. Si Madame du Châtelet est une femme à composition, je lui propose de lui emprunter son Voltaire à gage. Nous avons ici un gros cyclope de géomètre que nous lui engagerons contre le bel esprit. Mais qu'elle se détermine vite. Si elle souscrit au marché, il n'y a point de temps à perdre. Il ne reste plus qu'un œil à notre homme. Et une courbe nouvelle qu'il calcule à présent pourrait le rendre aveugle tout à fait, avant que notre marché fût conclu. Faites-moi savoir sa réponse, et recevez en même temps de bonne part les profondes salutations que ma muse fait à votre puissant génie. Pour mieux flatter Voltaire, Frédéric tente de se montrer spirituel, en se moquant du handicap physique de l'air. Il ne réussit qu'à être vulgaire. Pour comprendre ce que Frédéric reproche à Euler, il faut replacer cette lettre dans son contexte. En 1748, la construction du palais de Sans Souci près de Potsdam s'achève. Il reste des détails à mettre au point, en particulier dans l'aménagement des jardins. Comment témoigne cette esquisse de la main même de Frédéric II? Il suit de près toutes les étapes de la conception et impose ses goûts en matière de décoration. Il a ordonné que soit installée une fontaine avec un immense jet d'eau de 100 pieds de haut, soit plus de 30 mètres. Oh, ce jet d'eau a fini par être réalisé, mais longtemps après la mort de Frédéric, qui a rendu Euler responsable de cet échec. Je voulus faire un jet d'eau dans mon jardin. Euler calcula l'effort des roues pour faire monter l'eau dans un bassin, d'où elle devait retomber par des canaux afin de jaillir à Sans Souci. Mon moulin a été exécuté géométriquement et il n'a pu élever une goutte d'eau à 50 pas du bassin. Vanité des vanités, vanité de la géométrie. Là, Frédéric se montre particulièrement injuste. Si son jet d'eau n'a pas pu être réalisé, c'est dû à l'incompétence de ses ingénieurs, mais certainement pas au calcul de l'air. Ce n'est qu'après un premier échec où les conduites en bois avaient éclaté que Euler avait été sollicité, et peu de temps après, il rendait son verdict.
car si l'on ne voulait rien changer de ce côté, il serait presque impossible d'élever plus de 160 pieds cubes par heure. Pour cet effet, il faudrait même faire des changements considérables dans les dimensions des pompes. Car sur le pied qu'elles se trouvent actuellement, il est bien certain qu'on n'élèverait jamais une goutte d'eau jusqu'au réservoir, et toute la force ne serait employée qu'à la destruction de la machine et des tuyaux. Et c'est effectivement ce qui s'était passé. La conclusion d'Euler est que cela ne pourrait marcher qu'à condition de n'utiliser que des tuyaux de plomb, et Frédéric II avait refusé la dépense. Il n'y avait rien de plus que Euler pouvait faire, à part ce qu'il faisait de mieux: théoriser, simplifier, généraliser, expliquer. Ces calculs sur l'écoulement dans les tuyaux, Euler les a exposés à l'Académie de Berlin en octobre 1749. Le mémoire a été publié en 1954. Qu'il ait eu en tête à ce moment-là l'application concrète au jet d'eau de Sans Souci transparaît presque à chaque ligne de ce mémoire. Mais Euler n'en est pas resté là. Au passage, remercions la francophilie extrême de Frédéric II qui avait imposé que les mémoires de l'Académie de Berlin soient écrits en français. Deux mémoires fondamentaux avaient suivi 4 ans plus tard. On y trouve pour la première fois la notion de pression clairement expliquée, les équations fondamentales de l'hydrostatique et de l'hydrodynamique. Bref, Euler avait fondé une nouvelle science, la mécanique des fluides. Pour que vous ayez une petite idée de sa puissance intellectuelle, je vous propose de lire l'introduction du 3e mémoire qu'il a écrit sur le sujet. Il s'intitule « Continuation des recherches sur la théorie du mouvement des fluides ». Ayant réduit dans mes 2 mémoires précédents toute la théorie des fluides, tant de leur équilibre que de leur mouvement, à 2 équations analytiques, la considération de ces formules paraît de la plus grande importance, puisqu'elle renferme non seulement tout ce qu'on a déjà découvert par des méthodes fort différentes et pour la plupart peu convaincantes, tant sur l'équilibre que sur le mouvement des fluides, mais aussi tout ce qu'on peut encore désirer dans cette science. Quelque sublimes que soient les recherches sur les fluides dont nous sommes redevables à messieurs Bernoulli, Clairaut et d'Alembert, elles découlent si naturellement de mes 2 formules générales qu'on ne saurait assez admirer cet accord de leur profonde méditation avec la simplicité des principes d'où j'ai tiré mes 2 équations et auxquelles j'ai été conduit immédiatement par les premiers axiomes de la mécanique. Ce mémoire-ci a été écrit aussi en 1749, comme l'étude du jet d'eau de Sans Souci, mais n'a été publié que presque 20 ans plus tard. Mémoire sur un beau rapport entre les séries de puissance, tant directes que réciproques. Le beau rapport qu'il expose n'est autre que l'équation fonctionnelle de la fonction zeta. Lisez la première phrase. Le rapport que je me propose de développer ici regarde les sommes de ces 2 séries infinies générales. Suivent 2 séries dépendant d'un paramètre entier m, dont la première, dans l'encadré bleu, est évidemment divergente pour tout m. Comment? Euler dirait donc n'importe quoi? Ben non, bien sûr, même si beaucoup l'ont cru. Euler connaît bien la différence entre séries convergentes et séries divergentes. Mais il sait aussi donner un sens à la somme d'une série divergente. Ces contradictions apparentes peuvent être évitées si nous donnons au mot somme une signification différente de la signification usuelle. Disons que la somme de n'importe quelle série infinie est une expression finie, dont la série peut être déduite. En ce sens, la véritable somme de la série 1 plus x plus x2 plus etc. est 1 sur 1 moins x.
car la série provient de la fraction, quelle que soit la valeur de x. Ceci étant admis, si la série est convergente, la nouvelle définition de somme est en accord avec l'ancienne. Comme les séries divergentes n'ont pas de somme à proprement parler, il n'y a aucune difficulté à cette nouvelle acception. Finalement, à l'aide de cette définition, nous conservons l'utilité des séries divergentes et nous pourrons les venger de toute injure. Allons bon, parce que certains auraient été prêts à les injurier. Le premier à avoir démontré rigoureusement la divergence d'une série est Oresme, dont je vous parle souvent comme fondateur de l'analyse. Il s'agit de la série harmonique, qu'il prend comme exemple de termes tendant vers zéro dont la somme est infinie. J'aurais adoré vous montrer un magnifique manuscrit enluminé de ces questions sur la géométrie d'Euclide, mais il faut croire qu'elles n'ont pas inspiré les enlumineurs. Alors cette image est issue de sa traduction de l'Éthique d'Aristote, vers la même époque. Il y est représenté en train d'offrir son livre au roi Charles V. Mais je digresse. Que soit supposée une quantité d'un pied à laquelle soit ajoutée une première partie proportionnelle d'une moitié, ensuite d'un tiers, ensuite d'un quart, ensuite d'un cinquième, et ainsi à l'infini selon l'ordre des nombres. Je dis que le total devient infini, ce que je prouve ainsi. Il existe une infinité de parties dont chacune est plus grande qu'un demi-pied. Donc le tout est infini. Il est clair qu'un quart et un tiers sont plus qu'une moitié, de même qu'un cinquième jusqu'à un huitième et un neuvième jusqu'à un seizième, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Voici la version moderne. En clair, Oresme regroupe deux puissance n termes dont chacun est supérieur au dernier, qui est 1 sur 2 puissance n plus 1. Donc, la somme de chaque paquet est supérieure à 1 demi, et il y a une infinité de paquets. L'argument est magnifique, mais il n'aura pas de postérité. Il faudra longtemps avant de considérer les séries divergentes comme des objets mathématiques à part entière, et surtout pour se poser la question de leur somme. Cette question, qui peut paraître farfelue, devient tout à fait naturelle dans la pensée du siècle des Lumières. Si Dieu a mis un objet devant les yeux des hommes, c'est pour qu'ils en découvrent les propriétés. Si la série plus 1, moins 1, plus 1, etc. existe, c'est aux hommes d'en découvrir la somme. Guido Grandi est un moine italien formé chez les jésuites qui enseigne les mathématiques à Pise. Il est un des propagateurs en Italie des nouvelles techniques de calcul différentiel de Newton et Leibniz. Il a publié 2 éditions de sa quadrature du cercle et de l'hyperbole. Ce que nous appelons la série de Grandi figurait déjà dans la première et lui avait valu quelques critiques acerbes. Alors pour la seconde édition, il a affiné ses arguments. Voici comment il énonce le résultat. Pour lui, il s'agit d'une ligne géométrique que l'on ajoute ou que l'on soustrait. Si on l'ajoute une infinité de fois et qu'on la soustrait une infinité de fois, il reste la moitié. Ah bon? Si, il l'écrit au-dessus, BV moins BV plus BV moins BV, etc. égale VS, qui est la moitié. L'argument a beau être géométrique, c'est à peu de choses près celui que nous avons vu plus haut chez Euler. On développe la série entière 1 sur 1 plus x et on prend sa valeur en x égale 1. Reste à expliquer pourquoi, en ajoutant une infinité de termes égaux à 0, on obtient autre chose que 0. Grandi fournit d'abord l'explication religieuse.
Comment peut-il se faire qu'en agrégeant des zéros à l'infini, on puisse obtenir une quantité notable? À cela, je réponds qu'il faut se rendre compte de la force de l'infini. La toute-puissance du Dieu créateur est bien capable d'obtenir n'importe quelle quantité à partir du néant. Puis, comme cela risque de ne pas convaincre tout le monde, vient une démonstration juridique. Titius et Maevius sont deux frères qui héritent de leur père. L'héritage se compose d'une unique pierre précieuse d'une valeur immense, sur laquelle l'effigie de la Concorde a été sculptée. Il n'est pas question de la vendre pour partager son prix entre les deux frères, car le père, dans son testament, a bien précisé qu'une pierre aussi rare devait impérativement rester dans la famille. Que faire? On consulte les juristes les plus fins, qui, après d'interminables palabres, accouchent enfin d'une solution équitable. Chacun des deux frères aura la pierre à sa garde un jour sur deux. Il l'aura aujourd'hui, la rendra le lendemain, la reprendra ensuite, etc. Plus un, plus un, moins un, égale un demi, puisqu'on vous dit que la solution est équitable. D'ailleurs, Leibniz est d'accord, non pas avec le partage de la pierre précieuse, mais avec la somme de la série de Grandi. Son argument est le suivant. Les sommes partielles d'indices pairs sont égales à 0. Les sommes d'indices impairs sont égales à 1. Et comment éviter l'absurdité? En prenant la moyenne des deux, bien sûr. Leibniz n'est pas très loin de la bonne solution. Euler a exposé sa théorie dans cet article en latin. Le délai a été long. L'article a été présenté pour la première fois en 1746, à nouveau en 1953 et finalement publié en 1960. Euler traite les séries divergentes par un procédé de ressommation qui consiste à remplacer la série initiale par une autre série dont les termes sont des combinaisons linéaires de la série initiale. Si cette série initiale convergeait, la série ressommée converge vers la même somme. Et en plus, la convergence est accélérée. Si elle divergeait, il se peut que la série renommée ressommée converge, auquel cas on garde la nouvelle somme. Sinon, on itère le procédé. Nous ne trouvons pas choquant de parler de la limite d'une suite au sens de ses arrows, quand la suite formée des moyennes des n premiers termes converge. Par exemple, la suite qui vaut alternativement 0 ou 1 converge au sens de ses arrows vers 1 demi. Au fond, c'est ce que disait Leibniz, et c'est ce que Euler a formalisé. Alors bien sûr, les standards de rigueur d'Euler n'étaient pas les nôtres. La véritable théorie des séries divergentes est arrivée avec Césaro, justement. Il est né 1 siècle et demi après Euler. Et il est mort tragiquement à 47 ans. Ce 12 septembre 1906, la mer est très agitée à Torre Annunziata. Mais Césaro décide quand même d'aller se baigner avec 4 de ses fils. Il est encore dans sa cabine quand il entend crier « Un de ses fils âgé de 17 ans ne parvient pas à revenir au rivage ». Le père se précipite, mais les vagues le drossent tête la première contre un des pilotis qui soutiennent la jetée. Il meurt peu après du traumatisme crânien. Le corps de son fils n'a été retrouvé que le lendemain. Écoutez ce qu'il disait sur les séries divergentes en 1890. Il résulte de là une classification des séries indéterminées qui est sans doute incomplète et pas assez naturelle, mais qui nous suffit pour le moment pour montrer qu'on peut parfaitement bien se servir des séries indéterminées dans les calculs, quoi qu'en pensent la plupart des géomètres. Il est téméraire d'affirmer que les séries non convergentes n'auront jamais d'utilité. Et tant que cette assertion restera gratuite,
nous serons en droit de rechercher sous quelles conditions on peut soumettre les séries indéterminées aux opérations de l'analyse. Après tout, n'est-ce pas en vertu d'une convention que les séries convergentes, prises sous leur forme indéfinie, interviennent dans les calculs? Déjà Euler, dans son article de 1760, argumentait longuement contre les adversaires des séries divergentes. Et parmi eux, l'inévitable d'Alembert. À propos, le fameux critère de d'Alembert pour la convergence des séries à termes positifs, il ne l'a jamais formulé. Par contre, il a rarement laissé passer une occasion de s'en prendre à Euler. Ce qui suit est paru 1 an après l'article d'Euler. Pour moi, j'avoue que tous les raisonnements et les calculs fondés sur des séries qui ne sont pas convergentes ou qu'on peut supposer ne pas l'être, me paraîtront toujours très suspects, même quand les résultats de ces raisonnements s'accorderont avec des vérités connues d'ailleurs. Au siècle suivant, Abel, dans une lettre privée, mâchait beaucoup moins ces mots. Les séries divergentes sont en général quelque chose de bien fatal, et c'est une honte qu'on se soit avisé d'y fonder aucune démonstration. On peut démontrer tout ce qu'on veut en les employant, et ce sont elles qui ont fait tant de malheurs et qui ont enfanté tant de paradoxes. Peut-on imaginer rien de plus horrible que de débiter 0 égale 1 moins 2 puissance n plus 3 puissance n moins 4 puissance n, etc., si n est un nombre entier positif? Vous savez, il a fallu longtemps pour que le sujet des séries divergentes cesse d'être un tabou pour devenir une discipline mathématique. Parmi les premiers travaux de Ramanujan au début du XXe siècle, figuraient des recherches sur la fonction zeta et des sommes de séries analogues à celles d'Euler. Quand il les envoie en Angleterre, le fiasco est total. Voici l'extrait d'une lettre entre deux mathématiciens anglais, dont l'un a demandé son avis à l'autre. Monsieur Ramanujan est tombé dans les pièges du sujet très difficile des séries divergentes. Sinon, il n'aurait pas obtenu les résultats faux que vous m'avez envoyés. 1 plus 2 plus 3 égale moins 1 douzième, etc. Ces trois séries ont une somme infinie. Oh, Ramanujan avait bien conscience de n'être pas dans les clous. Voici ce qu'il écrit à Hardy quelques semaines plus tard. En fait, je ne lui ai donné aucune démonstration, mais j'ai fait quelques assertions, comme la suivante, sous ma nouvelle théorie. Je lui ai dit que la somme d'un nombre infini de termes de la série 1 plus 2 plus 3, etc., est égale à moins un douzième sous ma théorie. Si je vous dis cela, vous me dirigez immédiatement vers l'asile d'aliénés. Hardy, qui a fait venir Ramanujan à Cambridge, avait l'esprit plus ouvert que son collègue Hill. Il finira par adopter les séries divergentes comme un de ses sujets de recherche, et même par écrire un livre dessus. Ce sera son dernier livre, publié en 1949 à titre posthume. Son ami Littlewood en a écrit la préface. Voici la conclusion de cette préface. Ceci est maintenant une évidence, mais dans les premières années du siècle, le sujet, bien que nullement mystique ou non rigoureux, était regardé comme sensationnel. Autour du titre de ce livre, maintenant neutre, flottait un parfum de paradoxe et d'audace. Autour du gros cyclope de géomètre, brocardé par Frédéric II, y flotte bien toujours un parfum de paradoxe et d'audace. Autour de Ramanujan aussi. La différence est que la carrière de Ramanujan a duré beaucoup moins que celle d'Euler. Je suis sûr qu'ils auraient adoré se rencontrer. Vous ne croyez pas ?